Code de déontologie des arpenteurs géomètres. L'arpenteur géomètre doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine. Pourquoi je vous mets ça? Vous allez vous dire, voyons, ça n'a donc bien pas rapport avec notre greffe. Mais parce que c'est la seule place où on parle de la forme d'origine. Donc, si j'ai passé une annonce dans le Journal du Coin, il faut que je garde une copie de l'annonce dans le Journal du Coin dans sa forme d'origine. Est-ce que ça nous empêche de numériser cette publicité-là pour fin de conservation? Je prétends que non. Je vais vous en donner quelques exemples un petit peu plus tard. Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage, signé, conservé, on n'arrêtera pas là-dessus. Signature du procès-verbal, donc c'est des concepts qu'on a déjà vus et qu'on va approfondir dans quelques minutes. La signature, la conservation, les copies, les originaux sont des termes qui sont récurrents dans l'ensemble de vos lois et réglementations. Et là, je vous propose qu'on se lance dans vraiment la loi que j'aime le plus. Si je pouvais lui rendre hommage publiquement aujourd'hui, je le ferais. C'est une loi merveilleuse dont le nom est beaucoup trop long. Le contenu beaucoup trop complexe, mais ô grâce qu'il me fait travailler depuis 2001. Je ne sais pas, il y a combien d'avocats au Québec, au Canada, ou même de par le monde qui vivent sur une seule loi. Je sais que c'est dangereux, là, normalement on dit qu'il faut varier notre clientèle. Puis tout ça, là, moi, je dépends de la loi concernant le cadre juridique sur les technologies de l'information, que si on veut sortir d'ici ce soir vivant, je vais juste appeler la loi pour le reste de la journée, OK? Si elle est abrogée un jour, versez une larme pour moi, parce que vous saurez que je dois maintenant faire autre chose. La loi concernant le cadre a été édictée en 2001 dans un contexte mondial vraiment intéressant. Les Nations unies ont travaillé avec plusieurs pays membres sur le développement d'un environnement juridique théorique qui permettrait de favoriser le commerce électronique. Donc, on voulait que demain matin, au lieu d'être obligé de vous déplacer physiquement pour aller chercher vos achats que vous auriez, mettons qu'on dématérialisait un petit peu, là, que vous auriez commandé par téléphone, mais là, à cause du cadre légal à peu près mondial, vous n'aviez pas le choix de vous rendre à quelque part pour signer de quoi ou l'acheter, compléter votre transaction, un peu à la distribution consommateur, là, pour ceux qui se souviennent de ça. On est obligé de se rendre physiquement pour le chercher. Bien là, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut transiger de façon entièrement dématérialisée, passer une commande, recevoir ça par la poste, rien à signer, rien à faire. Et là, les Nations unies se sont penchées sur comment est-ce qu'on peut y arriver. Ils ont développé un cadre pour favoriser le commerce électronique qui a été adopté par un paquet de lois, dont le Canada et Québec, société distincte. On a décidé de prendre un petit peu de ce qu'ils disaient, mais aussi de rajouter notre grain de sel. C'est un peu comme prendre le fromage en crotte québécois sur des frites belges avec une sauce brune française. On a fait une belle petite poutine dans la loi concernant le cadre qui a été rédigée par des gens très intelligents, mais peut-être trop techniques pour que les avocats et monsieur, madame, tout le monde comprennent la loi. Donc, ma mission ce matin, c'est de vous communiquer la foi dans la loi avec un grand L, et de vous expliquer à quel point elle est simple lorsque je vous l'explique. J'en profite pour faire une petite pub pour un site web qui a été créé en collaboration entre l'Université de Montréal, où j'enseigne, et le ministère de Justice du Québec. On est un groupe de geeks là, qui s'intéresse vraiment à la bonne nouvelle. On est un peu les apôtres de la loi concernant le cadre, version 2013. Et on a créé ce site-là où on partage gratuitement la jurisprudence, les articles qui touchent aux droits et aux technologies. Et on commente les articles de la loi de façon vulgaire. On vulgarise ce que la loi dit en termes simples. Et je vous invite à aller consulter le site, là. Il est au moins intéressant à lire que d'écouter la commission Bastarache sur votre ordinateur. Quelle est la portée de la loi concernant le cadre? Voici sa portée générale. Dès qu'on parle de documents ou des expressions dont on parlait tout à l'heure, écrit, plan, procès-verbal, minute, etc.,
on pense à document. La loi concernant le cadre s'applique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous impose des obligations en matière de gestion documentaire. Et quand je dis nous, ce n'est pas juste les arpenteurs géomètres, c'est à tout le monde au Québec. Elle crée aussi des risques juridiques importants qu'il faut gérer, et je vais vous aider à gérer ces risques-là, mais elle crée surtout des opportunités énormes à saisir. Il faut se le rappeler avec le contexte dont je parlais au niveau mondial avec les travaux de la CNUDC. C'est une loi qui vise à favoriser le commerce électronique. C'est une loi qui vise à supporter, vous aider dans le cadre de vos transactions pour les migrer dans un environnement technologique. Donc, l'objet de la loi qu'on retrouve en son article 1, c'est d'assurer la sécurité juridique des communications, d'assurer la cohérence des règles de loi et leur application, et d'assurer l'équivalence fonctionnelle sur laquelle je vais revenir des documents et leur valeur juridique, peu importe le support des documents. Et là, on va se poser une question. Qu'est-ce qu'un support? Un support, dans le monde papier, c'est le papier. Et par-dessus le papier, j'ai de l'information. Dans le monde électronique, c'est quoi le support? Est-ce que c'est le disque dur de mon ordinateur? Est-ce que c'est une clé USB? Est-ce que c'est un serveur? Est-ce que c'est l'info nuagique, le cloud? Est-ce que le support dans le monde électronique est un support physique? Ou est-ce que c'est un support logique? Par exemple, est-ce que Word, est-ce que PowerPoint, est-ce que PDF sont le support de l'information? Bien, la réponse, c'est les deux. Dans le monde technologique, on a deux types de supports, un support physique et un support logique qui portent l'information. Ça a des implications importantes et on va les voir au cours des prochaines minutes. Donc, si on commence avec la notion de document, je viens de vous faire, dans le fond, une petite formule mathématique. Puis ça, c'est assez rare que les avocats font des maths, là. Et on dit « information plus support égale document ». Quand on regarde cette définition-là, on comprend que le document peut être un document papier ou un document technologique. Et la loi pousse même plus loin en nous disant qu'un document technologique peut être fragmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'alors que, normalement, j'aurais un document papier simple, dans le monde électronique, je pourrais avoir plusieurs fragments à mon document. Je pourrais, par exemple, avoir sur un serveur un formulaire et sur l'autre serveur les données qu'on retrouvait dans le formulaire. Je ne suis pas obligé d'avoir un document unitaire comme dans le monde papier ou un document PDF statique gelé là que je pourrais réimprimer. Je peux avoir un document qui est fragmenté. C'est très utile justement dans des domaines où on utilise des documents sous forme de formulaire où le même contenu est réutilisé fréquemment. Et là, si ça vous rappelle certains actes que vous générez, il y a probablement une opportunité pour vous d'automatiser la génération de ces actes-là en générant un formulaire où vous allez remplir les contenus, mais plutôt que de dupliquer les copies de ce formulaire-là, c'est l'information qui est contenue dans ce formulaire-là qui va être conservée. Votre seule obligation va être de permettre de régénérer ce document-là à terme comme étant un document unique dans le format initial qu'il connaissait. Mais vous avez la possibilité de le dématérialiser et de le fragmenter entièrement. Quand on parle de documents, c'est l'article 71 duquel je vous parlais, puis là, il aurait fait à peu près 12 slides de long si j'avais mis tous les exemples que le législateur nous donne. Le législateur nous dit, dans les lois québécoises, la notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci réfèrent par l'emploi du terme « document » ou d'un autre terme. Et là, il se lance dans ces exemples « acte, annuaire, carte, catalogue, certificat, dessin, diagramme, écrit, enregistrement, sonore, facture, graphique, imprimé, logiciel, pièce, photographie, procès-verbal, rapport. » Et il y en a un paquet puis un autre. Et j'attire votre attention sur un mot très important, notamment. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui n'est pas un document. Un enregistrement vidéo que vous prenez de moi, qui est sur votre ordinateur, est un document. C'est une information sur un support. Un enregistrement audio, même chose.
À la rigueur, si vous êtes dans des organisations où vous avez des cartes magnétiques pour rentrer à quelque part, le journal de ça est un document technologique au sens de la loi. Donc, à peu près tout est couvert par la loi concernant le cadre et ça assure son application à absolument toutes les règles. L'autre élément très important, c'est que la loi concernant le cadre est la seule, depuis l'avènement du Code civil en 1994, qui est venue amender la section de la preuve du Code civil. On est venu entrer des nouvelles règles de preuve qui ont trait aux documents technologiques et on va les aborder aujourd'hui. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'équivalence fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est l'équivalence fonctionnelle? C'est que peu importe sur quel support l'information se retrouve, elle est interchangeable. On peut changer le support et on pousse plus loin en disant l'exigence d'un écrit n'emporte pas l'obligation d'utiliser un support ou une technologie spécifique. Donc, dès que vous voyez un mot, même ceux qui vous font penser que c'est un bout de papier, genre écrit, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Ça peut être un document et donc un document technologique. On peut interchanger le support de façon très aisée. Un élément qui est important, par exemple, c'est à l'article 2, il y a une exception, comme dans toutes les lois, ce serait tellement trop beau et facile sinon, à moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie spécifique, chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix. Donc, à moins que dans les lois qu'on a vues tout à l'heure, il y ait une disposition qui vous contraigne à utiliser du papier ou à utiliser une technologie particulière, par exemple le télécopieur, que mes confrères et consoeurs affectionnent tout particulièrement. Si on vous y obligeait, en vertu de l'article 2, vous n'auriez pas le choix de l'utiliser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de lois où il existe de telles obligations. Un exemple qui existe, c'est dans la loi sur la protection du consommateur, le commerçant itinérant, celui qui vient à la porte chez vous puis qui vous vend des Tupperware, a l'obligation légale de vous fournir une copie papier du contrat. Il ne peut pas s'en sortir, c'est écrit « doit fournir une copie papier, merci, bonsoir, on n'en parle plus ». Par contre, pour rappeler le fax de mes avocats favoris, dans le Code de procédure civile, lorsqu'on parle de l'usage du fax, on dit que l'avocat peut signifier des procédures par télécopieur. Il peut. Donc, au sens juridique, ce n'est pas une obligation d'utiliser le télécopieur, c'est simplement une façon d'y arriver. Et donc, on pourrait utiliser toute autre forme de technologie pour arriver à cette fin-là. D'ailleurs, les huissiers de justice ont mis en place une plateforme de notification électronique pour y arriver. Donc, l'idée, c'est dès lors que vous n'êtes pas contraint de le faire, vous pouvez utiliser la technologie de votre choix. Encore une fois, des exceptions, il y en a dans la loi. Et là, il y a une exception à l'exception. La liberté de choix est un petit peu limitée. Nul ne peut exiger de quelqu'un qu'il se procure un support ou une technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document, à moins que cela ne soit prévu expressément par la loi ou par une convention. Donc, vous ne pourriez pas contraindre vos clients à recevoir vos documents en format électronique s'ils doivent se procurer ce support-là, à moins que vous ayez une convention. Donc, vous pourriez vous entendre avec vos clients, avec les gens avec lesquels vous transigez par contrat, que l'ensemble des transactions vont se faire en format électronique, ou alors que ce soit prévu dans la loi ou dans votre réglementation. On peut penser à un cas où, dans quelques années, probablement que le ministère du Revenu va tous nous contraindre de soumettre nos déclarations de façon électronique. Bien, actuellement, ils ne peuvent pas le faire en vertu de la loi, mais s'ils légiféraient pour y arriver, probablement qu'ils pourraient le faire. On pousse un petit peu plus loin, on dit « De même, nul n'est tenu d'accepter de recevoir un document sur un autre support que le papier ou au moyen d'une technologie dont il ne dispose pas. » Et là, la première fois que j'avais lu ça, je m'arrachais les cheveux, je me disais « My God, n'importe qui va me dire « Je veux un petit bout de papier » va pouvoir me forcer à générer du papier. » Et j'y pensais dans le contexte de poursuites où on a des milliers de documents, puis on peut les remettre sur un petit CD, une petite clé USB, merci, bonsoir, ou alors les imprimer, puis là, ça fait des caisses et des caisses et des caisses de papier, puis ça coûte excessivement cher aux clients parce que les cabinets d'avocats chargent 1 piastre la page pour l'impression. Donc, j'avais un grand problème avec cette idée-là, et là, j'ai continué à lire l'article et j'ai adoré un des mots que j'ai trouvé. Le mot « ne dispose pas ».
Donc, nul n'est tenu d'accepter de recevoir un document sur un autre support que le papier ou au moyen d'une technologie dont il ne dispose pas. Là où ça ouvre une porte, c'est si l'autre partie, l'autre individu dispose de la technologie, bien, à contrario, il serait tenu d'accepter le document dans un format autre que le papier. Et dans la mesure où il ne disposait pas de la technologie, qu'en est-il si on mettait la technologie à cette disposition? Et ça, c'est un propos que je tiens depuis, comme je vous le disais, à peu près 2001. Et c'était reçu avec beaucoup de scepticisme par plusieurs de mes confrères et consoeurs. Et merci, mon Dieu, il y a des bons juges. Il y a un juge qui a rendu une décision où il a dit exactement ça. Cas théorique, si les employés d'une organisation reçoivent un email à un moment donné où ils se font dire « Dorénavant, vos talons de paie, vous ne les recevrez plus en papier, vous allez les recevoir en format électronique, puis le chèque va être déposé directement dans votre compte. » Et là, c'est une organisation syndiquée, on s'en va chicaner avec le boss. « Bien là, il va falloir que je fasse ça chez nous, à l'extérieur des heures, je ne suis pas payé pour faire ça. » Le boss dit « Oh, qu'à cela ne tienne, on va développer une petite politique où je prévois que vous pouvez aller chercher une copie électronique de votre talon de paye sur les heures de travail en vous loguant à l'aide de notre Internet, etc., etc. » Et donc, l'employeur met à la disposition des employés la technologie dont ils ont besoin pour recevoir copie du document technologique. Et bonne nouvelle, le juge dit oui, tout à fait, la technologie a été mise à leur disposition, il n'y a pas de raison de refuser. L'écrit maintenant, bien, à l'aide de la loi concernant le cadre, on est libéré de la notion statique d'écrit. On va dans le Code civil un petit peu, 2837 nous dit « Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique. » Je vous en ai déjà parlé ad nauseam de la notion de document technologique. Je vais juste faire un aparté pour vous dire, au Québec, encore une fois, on s'est inscrit en faux, société distincte. On utilise le vocable document technologique, alors que partout ailleurs dans le monde, on parle de document électronique. Pourquoi? Parce que, comme on codifie nos lois, on écrit pas mal plus de lois que dans d'autres juridictions, étant une juridiction de droit civil, on veut que nos lois puissent évoluer dans le temps et qu'on ne soit pas obligé de les amender constamment. Le document électronique fait appel à l'électricité. Et là, ce que le législateur s'est dit, c'est, bien, un jour, il y a probablement des documents qui ne requerront plus d'électricité pour être lus. Fait que là, si on parle de documents électroniques, ces documents-là ne seront plus recouverts par la notion de documents électroniques. On va donc parler de documents technologiques. Donc, on a élargi la sphère des documents d'électronique à technologique pour englober tout ce qui pourra arriver. Tu sais, la journée où on va avoir de l'électricité wireless, là, pas dans vos salles de bain, j'espère, mais... Donc, quelles sont les conditions pour avoir un document technologique? Conditions qu'on retrouve à l'article 2838, outre les autres exigences de la loi, va de soi, il est nécessaire pour que l'écrit établi sur un support faisant appel aux technologies de l'information, donc un document technologique, fasse preuve au même titre qu'un document, je me suis perdu dans ma ligne, au même titre qu'un document de même nature établi sur un support papier, son intégrité doit être assurée. Et là, juste avant qu'on fasse une pause, parce qu'on va se lancer de plein fouet dans une notion assez fastidieuse, la notion d'intégrité, je veux simplement vous mentionner que vous avez remarqué que je parlais de la loi concernant le cadre, puis là, tout à coup, on se retrouve dans le Code civil du Québec. Je vous disais tout à l'heure que la loi concernant le cadre est venue amender le Code civil du Québec. Plus que ça, le Code civil a senti le besoin de copier-coller, et ça arrive peu ou pas, des articles nommément de la loi concernant le cadre dans le Code civil. Et ça, ma suspicion, c'est que le législateur savait que les avocats ne liraient pas ou ne comprendraient pas la loi concernant le cadre, fait qu'il s'est dit, Code civil, ils n'auront pas le choix, copy-paste, merci, bonsoir, ils vont comprendre. Mauvaise nouvelle avant la pause, c'est qu'ils n'ont pas compris encore. On va revenir, on va prendre une petite demi-heure de pause santé, et lorsqu'on va revenir, je vais vous parler de neutralité technologique et d'intégrité, sujet palpitant à ne pas manquer.